Je vais laisser la parole à Philippe Galland pour parler plus des hommes dans les grottes que des grottes elles-mêmes et comment l'habitat s'est transformé au fil des variations climatiques en fait. Philippe Galland est ingénieur au service de l'archéologie de la DRAC de la région Occitanie. DRAC, c'est Direction régionale des affaires culturelles. Il a pu ainsi lier ces deux passions que sont la spéléologie et la préhistoire pour en faire un métier. Il étudie depuis cette étroite relation entre l'humain et le monde souterrain au cours de notre histoire. Et aujourd'hui, il va partager avec vous un instant essentiel de la fin du néolithique et de la relation particulière qu'il a vu s'établir entre l'homme et le monde souterrain. À toi. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe sous terre, cette relation l'homme et le milieu souterrain, parce qu'elle n'est pas récente. Dominique nous a montré que la nature fait de très belles choses depuis très longtemps. Moi, je vais vous montrer que les gens sont allés sous terre depuis très longtemps et sont allés y faire des choses. Alors le milieu souterrain, on a toujours un abord en se disant, bon ben c'est ça quoi. C'est étroit, c'est sale, c'est froid, c'est pas sympathique. C'est vrai que des fois c'est galère. Mais la plupart du temps, quand on est dans cette obscurité souterraine, eh bien, on devine des vides gigantesques. Et en fait, on ne se doute pas de tout ce qu'il y a dans nos mondes calcaires, dans nos régions calcaires, nos régions karstiques, si on prend le mauvais mot scientifique. Donc, on ne voit pas tous ces vides qui sont un petit peu partout. Et cette beauté des vides, excusez-moi, mais j'ai pris une photo d'ici quand même, parce que le Grand Niagara rouge, c'est quelque chose de spectaculaire. Et ça fait partie du côté spectaculaire de ces paysages souterrains qui aujourd'hui nous attirent, nous heurtent, nous font regarder différemment. Mais il faut savoir que ce regard, il n'est pas que d'aujourd'hui, il est relativement ancien. Ce milieu souterrain, il a un avantage, c'est comme il a enregistré les modifications climatiques, il enregistre énormément l'histoire humaine. Et en fait, dans nos régions, dans notre belle région, on a cette histoire humaine qui est ancrée dans ce milieu souterrain, parce que le milieu souterrain enregistre et conserve. Cette conservation, nous les archéologues, on peut aller la chercher. On peut aller la chercher par des fouilles, on peut aller la chercher par des prospections, par des travaux qui sont tout le temps très longs. Et si je prends l'exemple de l'homme de Tautavel, qui quand même est le plus ancien de nos spéléologues, il y a 450 000 ans dans notre région, mais voilà, c'est ce passé qui est marqué. Alors on connaît évidemment les peintures préhistoriques, on parle beaucoup de Chauvet, on parle beaucoup de la grotte de Lascaux, mais on a dans notre région des pépites qui nous montrent bien qu'à toutes les époques, cet attrait du milieu souterrain a capté des sentiments, a capté des motivations socioculturelles, a capté un petit peu toutes ces premières religions qui ont pu se voir par des gestes très concrets. Alors nos paysages actuels, on a du mal un petit peu à l'admettre, mais ils ont été énormément modifiés dans le temps et ils recèlent pas mal de choses, et notamment une des plus importantes modifications environnementales qu'il y a eu dans notre région, elle se situe à un peu plus de 5 à 6 000 ans. Et c'est ce qu'on appelle la fin du néolithique. Une période qui a vu un milieu fermé, contraint, qui se développait naturellement, qui a été complètement modifié par l'homme sur de très grandes surfaces, avec énormément d'impacts environnementaux, qui sont principalement dus à l'élevage, au vin et à l'agriculture céréalière. Et donc, à partir de cette époque-là, on a un défrichement, et que ce défrichement et l'impact de ce défrichement, on l'enregistre systématiquement dans les fouilles en contexte karstique, puisqu'on arrive à voir à quel moment l'homme intervient sur l'environnement. On a une ouverture des versants, on a des périodes torrentielles qui sont très marquées, ce qu'on appelle aujourd'hui les épisodes cévenols, mais qui existent depuis très longtemps. Et donc on voit que, en fait, à partir du moment où l'homme va déforester autour de lui, il va engendrer des mouvements sédimentaires qui sont relativement importants et qui entraînent une érosion des sols qui est très marquée et qui impacte aujourd'hui les paysages que nous avons. C'est-à-dire que les paysages d'aujourd'hui sont le résultat de ce qui s'est passé il y a à peu près 5000 ans. Et vous voulez un exemple qui est assez beau dans notre région. Quand vous allez au cirque de Navacelles et que vous parlez du recoupement du méandre du cirque de Navacelles, c'est dû à l'action de l'homme il y a 5000 ans. Donc ce sont des phénomènes que l'archéologie arrive à visualiser. Alors cette période-là, vous la connaissez aussi, c'est la période des mégalithes, ces dolmens, ces menhirs qu'on va trouver. Mais c'est une période, si vous voulez, où les gens étaient très impactants dans leur environnement, très bien installés. Ils maîtrisaient cet environnement jusqu'à en exploiter toutes les richesses, qu'elles soient végétales, qu'elles soient minérales. C'est l'apparition de la première métallurgie, celle du cuivre, qui va être les premières pollutions qu'on arrive à retrouver dans les études de concrétion. Donc ce sont des choses qui sont vraiment très présentes.
les productions céramiques, la parure, donc des sociétés qui sont parfaitement installées dans leur environnement, qui en maîtrisent tous les aspects et qui, de fait, en maîtrisant la surface, on s'aperçoit que ces gens sont allés sous terre. Sont allés sous terre pourquoi? Tout simplement pour différentes raisons. Des raisons d'économie première, celle qui est l'économie de l'eau, c'est-à-dire aller chercher l'eau sous terre, parce que sur terre, il n'y en a pas. On nous parlait tout à l'heure des réserves souterraines. Ces réserves souterraines, monsieur le maire, elles sont exploitées depuis plus de 5000 ans. Donc les gens avaient déjà cette curiosité d'aller chercher sous terre ce qu'il n'y avait pas dessus. On a également ce qu'on appelle les carrières d'argile. Le néolithique, c'est la période de la fabrication de la céramique, les premiers ustensiles qui vont être très utilisés pour la préparation, le stockage ou la consommation de la nourriture. Et donc cette argile, elle vient de sous terre. Et donc il y a de véritables carrières souterraines de plusieurs dizaines de mètres cubes que les gens ont exploitées, dans lesquelles on va retrouver toutes ces traces d'exploitation, comme l'exploitation de la calcite. Il faut savoir qu'à la préhistoire, c'était des grands casseurs de concrétion, et ils utilisaient cette concrétion à la fois pour la manufacture des objets de parure, mais également pour la préparation des pâtes céramiques. Et donc on s'aperçoit que dans ce milieu souterrain, l'homme a très vite vu l'intérêt économique qu'il avait à s'y rendre. Évidemment, il y a aussi des intérêts cultuels, puisqu'on s'aperçoit que le domaine souterrain reste parfois et souvent le domaine des morts, et donc toute cette relation et la croyance et toutes les sociétés qui développent des croyances, c'est en lien avec la mort, parce que la mort a toujours été la grande question qui depuis plus de 150 000 ans tracasse l'homme avec un grand H. Et donc ça, en fait, ces matérialisations de la mort, ces relations que l'homme a dans le milieu souterrain, c'est tout ce qui devient les relations sociales et toutes ces relations de croyances. Alors ce milieu souterrain, il a été utilisé. Mais avant qu'il soit utilisé, il y a une question primordiale. Pour utiliser quelque chose, faut-il le connaître? Et comment on le connaît? On le connaît par l'exploration. Alors cette exploration préhistorique, comment la caractériser? Et on se rend compte aujourd'hui, dans une nouvelle pratique de l'archéologie qu'on appelle la géoarchéologie, celle qui va nous permettre de replacer quelques indices anthropiques dus à l'action de l'homme dans des indices environnementaux majeurs qu'on va connaître au passage de la karstologie, de la géomorphologie, de l'évolution des reliefs, des formes de la nature. Et donc on va identifier la moindre petite trace charbonneuse qui va nous permettre de parler d'utilisation d'éclairage. Mais on va aussi, ici vous avez une photo du réseau Martin, donc à l'intérieur de la grotte de Clamouze, on a des petites traces, vous voyez l'échelle, c'est pas grand, mais ces petits vecteurs qui sont analysés à des choses qu'on peut trouver sur les sols, des choses concrétionnées, qu'on va décrypter, qu'on va analyser, avec à la fois, je dirais, le regard archéologique, mais également le regard des sciences connexes, comme l'anthracologie. On va faire des datations, comme disait Dominique, uranium-thorium. On va donc travailler sur les datations radiocarbone également. Mais tout ça, ça nous permet de voir que ces traces ont été réalisées de gestes d'hommes et qu'elles participent à des choses très simples, à des gestes techniques, à des gestes de balisage et à des gestes de gestion de l'éclairage souterrain. Et donc on arrive à reconstituer par l'expérimentation les systèmes d'éclairage que ces gens utilisaient sous terre et qui nous ont laissé pas mal de traces qui nous renseignent sur leur façon de passer. On a également des traces directes. Celles-ci sont toujours spectaculaires, puisqu'on parle d'empreintes de pas humains, donc de pas d'enfants, de femmes, d'hommes qui ont circulé dans ce milieu souterrain et dont on voit les axes de circulation, on voit les façons de marcher. Pour nous, une empreinte, en termes de paléoanthropologie, ça nous permet de définir la vitesse de marche, de définir le comportement, le geste de la maman qui va remonter son bébé sur son dos. Donc on s'aperçoit, au travers des empreintes, qu'on a des tas d'informations qui nous racontent comment ces gens se sont promenés sous terre. Elles ne sont pas toujours évidentes. Là, vous avez une très belle empreinte de pas humain, mais il faut arriver à la lire. Donc voilà, ça c'est aussi le travail de la géoarchéologie, c'est de comprendre ce qu'on appelle la taphonomie, l'évolution en fait des traces dans le temps en fonction du contexte dans lequel elles se situent. Donc ça demande une expérience, c'est un acquis qui se fait, mais on arrive à voir également les outils que les gens avaient dans cette exploration. Là, vous avez les deux empreintes d'un adolescent d'une quinzaine d'années et qui tirait à côté de lui un bâton. Et donc là, ces gens se déplaçaient avec des bâtons. Se déplacer avec des bâtons, pourquoi? Parce que des fois, on pouvait glisser. Vous avez ici un talon qui a glissé sur une margelle. Là, vous avez un pied gauche qui a glissé, qui s'est mis en travers pour se bloquer, pendant que le pied droit s'est incrusté dans l'argile pour se maintenir. Le seul regret que j'ai, c'est que la personne ne soit pas tombée, parce que j'aurais bien aimé voir ses mains, ses fesses, son visage. On aurait pu avoir d'autres informations. Et donc, on a parfois des choses qui paraissent sur une paroi. Vous voyez une paroi, vous ne voyez pas grand-chose. Nous, on y arrive à y voir un appui de main. On arrive à voir le prélèvement d'une boulette d'argile
qui a dû arriver sur la tête ou sur les fesses du précédent. Donc en fait, voilà, il y a des petits gestes qui nous permettent, voilà, de rythmer les passages dans les grottes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fonction de la position de ces vestiges dans les réseaux, quand on fait les analyses d'évolution des réseaux, mais on se dit que ces gens, mais ils avaient d'autres moyens de circuler parce qu'ils ont franchi des obstacles. Ces obstacles, ils ont franchi avec des moyens en matière naturelle, le bois, la corde. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des méandres parfois hauts qui ont été franchis. On a des puits verticaux. En général, une hauteur de 10 à 15 mètres, c'était franchi très facilement. L'optimum, le maximum qu'on a aujourd'hui, c'est 28 mètres de vertical absolu. Donc ça veut dire que ces gens avaient techniquement les moyens de faire ces choses-là. Alors souvent, on entend dire, oui, ils jetaient des arbres dans les trous, ça leur permettait de descendre comme des animaux. Non, on arrête, ce n'étaient pas des singes, ce sont des gens qui étaient parfaitement évolués. Ils maîtrisaient les techniques qui leur permettaient de faire des échelles de cordes probablement, et donc on n'a pas forcément de trace directe, mais on connaît la menuiserie, l'ébénisterie de ces époques-là, au travers notamment des grandes fouilles qu'il y a eu dans les contextes lacustres, ou au contraire dans des cavités très sèches. Ces gens avaient une maîtrise technique qui leur permettait de faire des outils pour aller très loin sous terre, et on l'a vu au niveau de l'éclairage, puisque l'éclairage est un outil de conception et de gestion qui permet d'aller sous terre, mais il faut l'anticiper. Et donc là, ces gens-là anticipaient ces endroits-là, et des fois, on arrive à découvrir et à dater précisément des traces là où vous avez des amarrages pour cordes préhistoriques. Donc si on a les amarrages, c'est que la corde était utilisée, d'autant plus que sur ces amarrages-là, on trouve les traces d'usure. Donc ça veut dire que ces gens n'étaient pas bêtes. Ils étaient parfaitement conscients de la difficulté, et leur but, c'était d'aller le plus loin possible sous terre. Et sous terre, ils circulaient. Quand il y avait un obstacle, on cassait la concrétion. Quand on ne pouvait pas casser la concrétion, carrément, on découpait dans la paroi le passage qu'il fallait emprunter. Donc là, on est dans de la désobstruction spéléologique. C'est-à-dire que pour progresser, on va se donner les moyens. Et bien des fois, il y a des obstacles pour circuler. Et donc on va, pour franchir un ressaut, empiler les pierres qu'il y a sur place, et puis on nous permettre de faire une petite échelle naturelle pour passer un obstacle. On peut entailler la roche pour juste mettre le pied qui va vous permettre de monter un petit peu plus haut. Et donc là, on est vraiment dans une volonté qui est tous les faits liés à l'exploration. Parfois, on a même des petites marches d'escalier qui ont été taillées rapidement sur le sol et qui permettent de franchir un obstacle glissant. Donc on est vraiment dans cette démarche-là de la progression, de l'aménagement. On a d'autres traces qui nous inquiètent, qui nous heurtent des fois. Quand on les voit, on s'interroge sur un sommet de concrétion qui est un petit peu bizarre parce que cette concrétion n'est pas d'une forme naturelle. Quand on regarde de très près, c'est tout simplement un crâne de loup qui a été posé sur le sommet d'une stalagmite. Et donc là, pas d'autres traces dans le réseau, mais il nous indique que les hommes sont passés par là, parce que je n'ai pas encore vu de loup avec des ailes qui venaient atterrir au sommet des concrétions. On a des fois des choses qui sont plus fugaces et qui nous montrent que les gens sont passés là. Le piège des concrétions, comme j'ai appelé la vasirite pour rigoler dans un congrès spéléo, mais ça, ce sont des vases préhistoriques qui sont totalement noyés par la concrétion et qui nous permettent de comprendre en fait les ampleurs de cette fréquentation souterraine. Alors, cet éventail des traces, il n'est pas exhaustif, parce qu'en 30 ans de carrière, j'en ai vu beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces petits vestiges que je vous ai présentés, toutes ces petites traces qui nous montrent ce rythme de fréquentation du milieu souterrain, nous permettent vraiment de restituer les explorations préhistoriques sous terre. Et on s'aperçoit que ces gens pratiquaient dans ce domaine qui peut paraître comme ça d'un premier abord assez froid, assez inhospitalier, en avaient une maîtrise totale qui n'a rien à envier à la spéléologie d'aujourd'hui. Et en fait, les pratiques que faisaient les spéléologues il y a 6000 ans sont exactement les mêmes pratiques que font nos spéléologues aujourd'hui. Simplement, il y a une petite évolution matérielle qui fait que, mais la motivation est la même, et le courage et l'exploration qui en découlaient sont parfaitement les mêmes. Et donc la spéléologie est vraiment une très longue science. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je ne réponds pas. Qui c'est le premier homme qui est allé dans les grottes? Il s'appelait Georges. C'est très compliqué à dire. Il y a des fossiles très vieux, des fossiles humains par exemple. En Afrique du Sud, on a trouvé des fossiles humains de plusieurs millions d'années
qui étaient présents sous terre. Et donc on parlait de cette fréquentation. Et aujourd'hui, les nouveaux géoarchéologues prouvent que ces vestiges humains sont venus naturellement dans les grottes. Ils ont été piégés. Donc c'est très dur de dire quelles sont les premières personnes qui ont fréquenté les grottes. Mais à l'heure actuelle et dans notre région, l'homme de Tautavel est le plus ancien vestige humain qui est associé à l'occupation d'un porche d'entrée de grotte. Donc ça veut dire que les gens allaient régulièrement sous terre. On a des sites, par exemple la grotte du Mas des Caves dans notre région, où on a c'est un repère de hyènes, donc de hyènes qui était un animal, un prédateur, qui s'avançait d'une centaine de mètres dans la galerie, avec souvent les carcasses de ses proies qui venaient mettre en réserve pour les manger plus tard. Et on s'aperçoit qu'on a des traces de charognage humain. Ça veut dire qu'on peut dire avec certitude qu'il y a plusieurs centaines de milliers d'années que l'être humain va sous terre, mais la plus grosse, je dirais les plus grosses traces qu'on arrive à retrouver en termes d'exploration, elles commencent aux alentours de 35 000 ans avant notre ère. Donc là, on a vraiment des traces d'exploration systématique. C'est ce qu'on appelle la période du paléolithique supérieur. Et puis après, l'explosion, c'est vraiment au néolithique, parce que là, les gens sont sédentaires, maîtrisent parfaitement leur environnement et vont se développer partout. Et au néolithique, il n'y a pas une grotte ouverte qui n'a pas été visitée par l'homme. Bonjour. Qu'est-ce qui explique le fait que en fait, ce sont des grottes qui ont été visitées, qui ne l'ont plus été et qui le sont à nouveau? Qu'est-ce qui explique la non-continuité de ces visites? Alors quand on visite, on va découvrir. Donc je dirais que c'est la curiosité, c'est l'identification des choses qui peuvent nous intéresser. Si je cherche de l'eau, si je vais dans une grotte où il n'y a pas d'eau, je ne reviendrai pas. Voilà, parce que je vais chercher de l'eau. Par contre, si dans cette grotte il y a de l'argile, je me dis tiens, je peux aussi prendre l'argile. Et puis s'il n'y a rien qui m'intéresse, je vais partir. Donc ça, c'est un premier fait, c'est-à-dire c'est vraiment la motivation de l'exploration, savoir pourquoi je vais sous terre. Il y a un deuxième phénomène qui est l'évolution de l'environnement, c'est-à-dire que dans nos karstes du Midi méditerranéen, on a des évolutions, on a des karstes qui sont très vieux. Globalement, les creusements des cavités sont assez anciens, et donc on a des évolutions des paysages qui sont relativement rapides, et on a des fermetures de réseaux. Donc vous avez un bon nombre de réseaux qui ont pu être visités il y a 30 000 ans ou 5 000 ans, dont les entrées se sont fermées naturellement. Et ensuite, il y a une troisième situation, on en parlait Dominique tout à l'heure, c'est la fermeture volontaire de certaines cavités. C'est-à-dire qu'on observe, pour de la préhistoire, que les gens ont fermé des grottes. Alors fermer les grottes, c'est mettre 4 blocs, mais ça peut être jusqu'à 40 mètres cubes de cailloux sur une entrée. Je vous parle de choses mesurées. Donc voilà, on voit un petit peu l'intérêt que les gens avaient au milieu souterrain. Donc il y a des... Voilà, ça varie, chaque exemple est différent. Merci pour votre présentation. Moi, je voulais savoir, vous avez parlé de visite et de fréquentation, mais est-ce qu'on va avoir aussi des informations sur le fait qu'ils habitaient ces grottes, ou c'était plutôt de la visite justement pour aller récupérer de l'argile ou de l'eau? Est-ce qu'on a des traces d'habitation de certaines grottes à différentes époques? Alors si vous voulez qu'on reste copains, on va partir d'un principe, l'homme n'a jamais habité sous terre. Il n'a jamais chassé les mammouths. Voilà, ça c'est 2 images d'Épinal qu'il faut casser. Donc l'habitat souterrain n'est pas possible. Il n'est pas possible, pourquoi? Pour les conditions. L'habitat en milieu profond, on est dans des atmosphères qui sont saturées en humidité, avec des températures qui peuvent varier si vous allez en Savoie à 4 degrés, et si vous venez dans nos karstes ici, ça peut aller jusqu'à 14, 15 ou voire 16 degrés maintenant. Donc la température, on pourrait dire, elle n'est pas forcément froide ou très froide. Par contre, l'humidité est là. En fait, ce qui va donner la sensation de froid à notre corps, c'est l'humidité. Et donc, on va rentrer dans un cycle hypothermique. Et donc, en fait, être présent sous terre, si on reste statique, si on dort une nuit sans être super bien équipé, c'est invivable. Alors, on va dire, on va faire du feu. Le feu, c'est combustion incomplète, production de CO, donc on s'étouffe. Et en fait, on n'a jamais de structure d'habitat en milieu souterrain profond. Les seules utilisations sous forme d'habitat qu'on trouve pour la préhistoire, c'est l'utilisation des porches d'entrée. Et on s'aperçoit maintenant, où on va segmenter plus précisément les fréquentations, et ça avec les sciences parallèles, comme à partir des concrétions, on s'aperçoit qu'on a des occupations qui sont liées à des épisodes climatiques particuliers et qui ne sont jamais des occupations très longues. Par exemple, il va neiger beaucoup à l'extérieur, et bien on va reconstruire son habitat, donc sa cabane, sa maison, on va la reconstruire dans le porche d'entrée de la grotte.
Voilà, parce qu'on va profiter de la protection du haut vent. Mais dès qu'il va faire beau, dès que le gibier va se déplacer, hop, les gens vont partir et vont suivre les troupeaux. Donc on n'habite pas dans la grotte. La grotte, c'est un refuge temporaire. Quand on est chasseur, qu'on se déplace de son habitat dans la plaine et qu'on suit les aurochs, par exemple, sur les grands plateaux, eh bien, on va bivouaquer dans une entrée de grotte. Mais on n'aura jamais d'occupation du milieu souterrain en termes d'habitat. L'habitat est cantonné ponctuellement à l'entrée des cavités, mais dans 98% des cas, c'est de l'habitat de plein air. Parce que c'est bien plus confortable que dans une grotte. Et je vous invite à aller vous abriter dans le porche d'une grotte quand il pleut beaucoup. Mais vous serez autant mouillé que dehors. Vous nous avez parlé de spéléologie au néolithique. Est-ce qu'il y en a des traces plus récentes, comme dans l'Antiquité ou le Moyen-Âge, etc. Alors, les traces préhistoriques se voient très bien parce qu'il y a souvent eu des phénomènes sédimentaires qui les ont piégés. Par exemple, chez nous, on a des obstructions que font les spéléologues qui nous donnent accès à des réseaux fermés depuis 5000 ans. Donc à l'intérieur, tout est conservé. À une échelle de temps beaucoup plus petite. Donc parler de l'Antiquité, donc en gros, il y a un peu plus de 2000 ans par rapport à nous. Il n'y a pas de phénomène géologique majeur qu'on connaît, sauf des cataclysmes très localisés. Et donc les cavités qui ont été fréquentées à une époque ont laissé des vestiges qui ont été perturbés par l'époque d'après, puis perturbés par l'époque d'après, et ainsi de suite. Et on s'aperçoit que quand une grotte reste ouverte, les vestiges sont perturbés chaque fois que la grotte est refréquentée. On a même des exemples d'occupation du premier âge du fer, donc en gros, entre le 5e et 7e siècle avant notre ère, où les gens ont récupéré des objets néolithiques. On a à l'époque antique, des bergers de l'époque antique qui ont récupéré des haches polies néolithiques. Donc en fait, ces gens connaissaient les vestiges anciens. Et pour répondre à la question, toutes les grottes ont été fréquentées tout au long de notre histoire jusqu'à avant-hier. Voilà. Donc il n'y a pas de période où ça s'arrête. Par contre, dans l'histoire de la discipline, on s'aperçoit que les premiers grands spéléologues, ceux qui ont beaucoup écrit, qui ont été à l'origine de l'officialisation de la discipline qu'est la spéléologie, avaient intérêt à dire qu'ils étaient les premiers à descendre. Mais depuis qu'on cherche les traces, moi j'ai enregistré énormément de vestiges du 19e siècle. C'est le berger qui va mettre un morceau de vase sous un égouttoir, sous une concrétion, parce qu'il sait que quand il va passer avec son chien et son troupeau, il aura 5 ou 6 litres d'eau pour le chien. Et donc ça peut être jusqu'à 80, 100 mètres dans une cavité. Et donc toutes les grottes ont été fréquentées. À l'époque antique, vous avez les sanctuaires souterrains. Au Moyen-Âge, il y avait des gros tabous sur le monde souterrain, mais il y avait énormément de gens qui allaient. À l'époque moderne, on avait les faux monnayeurs, on a l'exploitation des guano qui se faisait. On a des tas de cavités qui, à partir du 14e au 18e siècle, ont été utilisées pour la qualité de leur terre à l'intérieur, puisqu'à cause des chauves-souris, il y avait de l'engrais dans la terre et donc les gens venaient l'exploiter. Donc en fait, à toutes les époques, les gens sont allés sous terre. Il n'y a pas une époque plus qu'une autre. Merci Philippe. Alors on vous propose une petite pause et après, pour ceux qui ont réservé la visite guidée, je vous ferai un petit rappel sur la terrasse. Merci.